Bienvenue dans le studio du crayon. Moi, je connais pas une autre entrepreneuse de mon âge qui a un projet un peu comme celui-ci. Et on a également 2 activités de business. Comme on a un objectif commun, que la victoire de l'un fait la victoire des autres, mais quoi qu'il arrive, moi, je recommande aux gens de se lancer sur les réseaux sociaux. Le retour sur investissement est tellement présent et tellement utile. Qu'importe le business, tu fais un gain de temps énorme sur le côté business. Donc moi, j'étais en train de bosser à côté, je savais qu'il venait. Et quand il arrive, t'entends sa voix, mais tu le vois pas encore. On voulait racheter un média pour devenir un groupe média. C'était l'objectif. J'ai jamais entendu quelqu'un d'autre dire ça jusqu'à maintenant. Bonjour Sixtine, merci beaucoup de faire cette vidéo avec nous, c'est un véritable plaisir. Est-ce que pour introduire la vidéo, tu pourrais un petit peu te présenter et ensuite présenter le lieu où on est, qui sont tes bureaux d'ici au Crayon? Alors je m'appelle Sixtine, j'ai cofondé un groupe média qui s'appelle Le Crayon. On a à peu près 3,7 millions d'abonnés aujourd'hui. Et on a également 2 activités de business. Une qui s'appelle Le Surligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou de création de contenu pour les grosses entreprises. Et on a également développé un cercle de leaders d'opinion qui s'appelle Le Pinceau. Donc en fait, on connecte les grosses entreprises. On prend une entreprise par secteur pour qu'elle ait un avantage évidemment concurrentiel et on les fait connecter au travers de 6 dîners prestigieux avec les plus gros leaders d'opinion de chaque industrie. Donc, on est dans tes bureaux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que font les monteurs, notamment par rapport au contenu? Qu'est-ce que toi tu fais aussi? C'est aussi important. Alors ici, c'est l'un de nos 2 bureaux. C'est le bureau des médias, donc du média Les Pépites de France et du média Le Crayon. Ici, on a là l'équipe, comme vous pouvez voir, qui bosse. Notamment le petit Kylian qui est en train de monter une magnifique vidéo. C'est lui qui gère tout le plan et tout, il est trop fort. T'as vu comme ça rend bien? Donc voilà, donc ça c'est pour mon contenu à titre perso. Et en gros, Kylian, c'est notre bras droit, il monte tout nos contenus pour nos réseaux sociaux qu'on peut voir sur Instagram, etc. Le beau trophée qu'on a reçu pour nos 100 000 abonnés, c'était il y a plus d'1 an maintenant. On en est fiers, on est content de l'avoir là. Toulouloum, tadam, je rigole. Donc là, c'est le studio. Bon, là, il n'est pas du tout rangé ni organisé, mais là, du coup, normalement, tu as les lights ici, tu as des fauteuils, tu peux mettre la table au milieu, tu peux faire le décor que tu veux. On a même des lights qu'on peut mettre au sol pour faire des lumières et tout. Non, franchement, on est trop bien, il y a plein de places. Sixtine, ici, on est où alors? C'est l'autre bureau du Crayon. Donc il y a une partie des équipes qui bossent ici. Donc là, c'est un de nos deux open space, on va dire, où l'équipe bosse. J'aime bien mettre là quand on bosse. Et puis le chat qui est évidemment toujours en train de nous coller, mon petit bébé. Ok, et il s'appelle comment ce chat? Il s'appelle Bah alors. Bah alors. En fait, à la base, il s'appelait Athénaïs, mais comme c'est un chat, on faisait Bah alors. Et du coup, c'est resté. D'accord. Et s'il y a un autre chat, on va l'appeler Bah oui. Bah oui. Tu vois, c'est logique. Okay. T'es mentoré, t'as un mentor? Pas vraiment. J'ai une de nos invests qui s'appelle Émilie Laversin, que j'admire beaucoup. Et quand je change avec elle ou je la vois, je prends vraiment note de ses conseils. Et sinon, non, on va dire que avec l'équipe ou avec les associés, on fait beaucoup de mentorat les uns avec les autres, vraiment d'intelligence collective, mais pas spécifiquement quelqu'un que je verrai toutes les semaines ou tous les temps. Sixtine, donc merci de participer à notre vlog podcast. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Donc ce matin, on a vu tes bureaux et tu nous as donné l'occasion de voir l'envers du décor, donc c'est toujours très, très sympa. Pour revenir à ce qui a fait ta success story ou ta story aujourd'hui, comment est née l'idée de vouloir partir dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu jeune? Est-ce que tu as eu ce goût pour l'entrepreneuriat seul? Ou est-ce que c'était en famille? Comment ça s'est passé à l'origine en fait? Alors moi je suis une passionnée de politique. J'ai toujours été un petit peu plus en avance que les gens de mon âge, grâce à ma famille. J'ai une mère qui m'a toujours beaucoup tirée vers le haut et j'ai 2 grands frères, donc forcément ça aide. Et donc c'est vrai que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée de politique, c'était mes profs. Et je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Et puis je voulais aussi, évidemment, côté ambition, avoir un projet qui me différenciait des gens de mon âge. Et en fait, j'en ai parlé avec mon frère Valran qui faisait déjà de l'entrepreneuriat, mais plutôt dans un autre secteur, donc ça n'avait aucun rapport. Et donc on a jumelé un peu 2 idées, de faire un média de débat pour les jeunes qui traitaient de sujets de politique. C'était ça à la base l'idée. Puis après, nos 2 autres associés nous ont rejoints et c'est comme ça que le projet s'est vraiment lancé. D'accord. Donc en fait, à la base pour toi, l'idée c'était pas se dire je vais partir faire quelque chose en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, mais c'était l'idée plutôt de contenu en fait. Complètement. Ah oui, moi je viens d'une famille plutôt assez tradie, il fallait faire des études. C'était pas possible d'être un peu un outsider. Aujourd'hui, ça paraît un peu évident pour mes parents, mais à l'époque, ça l'était pas. Et heureusement que j'ai une mère qui bosse dans une boîte américaine depuis des années, qui du coup est vraiment ce
cette manière d'être et de faire très à l'américaine, moi j'appelle ça comme ça, mais de si tu es chaud, au pire t'apprendras beaucoup plus, de toujours positiver, qui est pas du tout français comme mindset. Et donc moi qui m'a permis de pouvoir me lancer, parce qu'elle s'était dit au pire des cas, s'ils échoueront, ils auront appris des choses. Et je sais que si ça n'avait tenu qu'à mon père, c'est sûr que je me serais pas lancée, non. D'accord, ok. Et à partir de quand est-ce que tu as commencé avec ton frère justement à créer ce contenu et à entrer dans une logique de création de projets et qui vous a amené aujourd'hui à développer le crayon? On va dire que c'était vers la fin terminale, fin 2019 je crois, ouais, fin 2019. Parce que on a commencé à le faire, mais à l'époque, chose qu'on dit très peu parce que sinon le storytelling serait vraiment trop long, mais à la base on avait créé une application où on avait des éditorialistes qui écrivaient des articles de tous les bords politiques sur un sujet. Ils prenaient le sujet qu'ils voulaient, c'était des étudiants de plein d'écoles différentes, et ils écrivaient des articles sur des sujets de société ou politique. Et c'est même comme ça qu'on a rencontré nos 2 premiers associés, parce qu'à la base ils écrivaient aussi des articles, ils avaient fait l'aventure comme ça. Et en fait, on a réalisé que c'est très bien, on était sur le digital, donc une application, mais on écrivait des articles sur le digital. Donc on n'était pas allé vraiment au bout de la compréhension de notre écosystème et surtout de notre génération. Et donc en fait, on dit vraiment que le crayon existe depuis janvier 2020, parce qu'on s'est lancé sur YouTube en janvier 2020, même si ça faisait déjà 5-6 mois qu'on était en fait sur une application, on avait déjà un truc. Donc on a abandonné l'application, c'est mon frère qui l'avait complètement codé tout seul de A à Z. Ouais. C'était pas mal, c'était vraiment pas trop mal le rendu. On avait eu au moins quasiment 10 000 téléchargements, c'est pas énorme, mais en fait sur le coup c'était pas si mal. Et après en fait on s'est lancé sur YouTube, il y a eu le Covid et en fait on a fait un énorme débat qu'on a publié au début du Covid qui a explosé. Et donc c'est ça qui nous a vraiment aidé à nous lancer sur YouTube en fait. Ok, d'accord. Mais pourquoi aller sur YouTube et pourquoi pas sur un autre réseau puisque YouTube à l'époque, il y avait quelques personnes qui s'y tentaient. Enfin bon, c'était pas encore vraiment le YouTube d'aujourd'hui, quoi. YouTube, c'est une plateforme où mon frère principalement a appris énormément de choses dessus. Je sais pas si vous, c'est pareil, peut-être que vous consommez YouTube, vous avez forcément déjà appris. Moi, c'est vrai que je le consommais beaucoup pour le côté humoristique, des vidéos de Rémi Gaillard, François Lambrouille. C'était des trucs moi, qui me faisaient vraiment beaucoup marrer. Mais mon frère a appris, et mon frère est un peu antiscolaire. C'est un mec un peu surdoué, hyperactif, donc il ne s'est jamais vraiment bien entendu avec ses profs. Et ça a été toujours un peu l'élève qui n'avait pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes, mais qui du coup, ça énervait beaucoup les profs. Et en plus, toujours un peu en retard, vraiment l'élève pas comme tout le monde. Et donc lui, il n'avait pas trop eu d'autre choix que d'apprendre par YouTube parce qu'il adore les vidéos, donc il consommait beaucoup de contenu, de vidéos américaines, de reportages, qu'importe, où il a appris beaucoup de choses. Et il s'est dit, nous, on veut réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique. Quel est le meilleur endroit que le faire sur YouTube, là où lui, il avait appris beaucoup de choses. On n'allait pas aller sur la télé. À l'époque, les podcasts, ça n'existait vraiment quasiment pas. Les gens ne faisaient pas du tout. Donc ça nous paraissait la suite logique. En plus, on avait déjà il y avait déjà des youtubeurs qui existaient. Donc on s'était dit, c'est la suite logique de le faire dessus. Et puis après, on s'était dit, on découperait des extraits qu'on mettrait sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que c'est venu. Du coup, comment vous avez eu le déclic de vous dire, on fait un débat et on le publie sur YouTube? Enfin, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Parce que parfois, je sais qu'on peut avoir peur de se lancer sur YouTube. Comment ça s'est passé à ce moment-là précisément? C'est vrai que le côté débat, nous, on adore débattre. Et on savait que réunir... et puis, tu vois, toutes les émissions de Frédéric Tadei, on voyait déjà que ça marchait bien et que personne ne le faisait encore aujourd'hui sur le digital. Vraiment, et même encore aujourd'hui, personne ne fait vraiment ce qu'on fait concrètement. On n'a pas de concurrent direct. Et on s'est dit, on est français, les Français adorent débattre. Et c'est fou parce qu'on ne voit jamais des gens extrêmement différents débattre. C'est toujours, ils mettent toujours les extrêmes d'un extrême à l'autre, ou des gens très similaires, mais aujourd'hui, il n'y avait jamais cet entre-deux de mettre des gens qui ne sont pas d'accord sur un sujet, mais qui pourraient se retrouver dans beaucoup d'autres thématiques. Et c'est pas que dans la politique, même sur des sujets comme le véganisme, le féminisme. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de débat comme ça. Et on s'est dit, ou même mélanger des gens qui n'ont aucun rapport, comme on avait mélangé une ancienne actrice porno et un prêtre. Personne n'a jamais fait ça, quoi. Ça n'a aucun sens quand tu y réfléchis, et pourtant, tout le monde veut voir des discussions comme ça. C'est incroyable, en fait, quand tu y penses. Ou de mélanger un imam, un rabbin et un prêtre. Personne n'avait jamais fait ça. Des émissions, en fait, tu mélanges des gens qui n'ont aucun rapport, mais qui auraient plein de points communs, et surtout pour éviter que la société se divise de plus en plus. Donc on s'était dit, on va lancer le truc, on va voir comment ça prend. Nous, on est des passionnés de débat avec mon frère, on passe notre temps à débattre. En plus, on est 4 associés, on est tous d'un bord politique à peu près différent, tous des caractères très différents, ça y va. Et donc en fait, on s'est dit, tiens, on va tester, on va voir comment ça marche.
n'avait pas trop peur parce qu'aussi on s'est dit le débat, pourquoi le débat? Parce qu'à la base on avait un peu cette réflexion de se dire c'est comme un ring de boxe, les deux personnes s'affrontent, se combattent pendant un temps donné, mais se respectent. C'est vraiment fait dans le respect, c'est devenu même un art un peu, c'est un sport qui est devenu parfois un peu comme un art pour plein de gens. Parce que c'est très respectueux, tu respectes les règles, tu combats, et voilà. Donc on aimait bien aussi cette métaphore-là avec la boxe, on avait appelé notre émission le ring. Et c'était cette idée-là, que tu fais rencontrer des gens qui se respectent, ils sont pas là pour se hurler dessus, ils sont pas là pour se détester, mais ils sont là pour échanger, ils sont là pour dialoguer. Ok. Et est-ce que donc à l'époque vous aviez analysé, parce que tu parles effectivement plutôt du côté divertissement à l'époque que tu as regardé, mais quand vous êtes positionné sur YouTube, est-ce que vous aviez analysé vraiment tout ce qui se passait sur YouTube? Parce que même si ton frère était très consommateur, est-ce que vous aviez fait une analyse préalable? Alors moi pas du tout. Même moi aujourd'hui, je pense que je suis celle qui consomme le moins YouTube de nous quatre, enfin des 4 associés. En revanche, mon associé Antonin, qui aujourd'hui d'ailleurs est celui qui gère le média, et mon frère Valran consomment déjà depuis toujours YouTube vraiment comme des malades mentaux et effectivement avaient vraiment analysé ce qui marchait pas, s'inspiraient beaucoup de ce que faisaient beaucoup d'Américains et en trouvant vraiment, en comprenant pourquoi ça marchait. Donc oui, ils avaient déjà fait cette réflexion-là. Eux étaient vraiment les deux à être le plus à cheval sur la compréhension vraiment des débuts du crayon sur YouTube, quels sont les formats qu'on allait faire. C'était vraiment Antonin et Valran qui étaient vraiment, on va dire, un peu les pionniers du crayon là-dessus. Et là où mon associé Jules et moi, on est vraiment beaucoup plus doués sur des questions de business et de stratégie, on va dire, avec tout ce qui est vraiment lié à une entreprise, là où les deux autres a été vraiment ce côté beaucoup plus créatif et côté YouTube. Donc évidemment, quand tu regardes notre première vidéo d'il y a 4 ans et nos vidéos aujourd'hui, ça n'a aucun rapport à tous les niveaux, le fond, même comme la forme, moi, notre premier gros débat, tu me vois dans un coin de la vidéo avec une caméra, normalement, on n'avait pas compris le concept que du 360, normalement c'est 180, il y avait une lumière dans le champ, je ne sais même pas ce que fout la lumière là, les qualités étaient atroces, on tournait au téléphone, on a vraiment tout testé, même le logo, l'ancien logo, mais c'est un sorte de crayon affreux. En fait, on a tellement tout testé qu'au bout d'un moment, c'est aussi comme ça qu'on a appris comment ça marchait. Parce que moi, j'aime pas ce truc de gens qui disent oui, je connais par cœur quelque chose, donc je sais que ça va marcher. Moi, je pars du principe que tant que t'as pas testé toi-même le truc, il y a forcément des choses sur le terrain. On a beau te dire toutes les règles, toutes les consignes, tout le code même de comment ça marcherait. Quand tu vas le tester, tu vas forcément apprendre plein de choses ou avoir des choses sur lesquelles tu n'avais pas prévu que ça arrive. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Et ça, c'est vraiment le cas sur YouTube. C'est tant que tu n'as pas testé l'algorithme, tu n'as pas testé quel genre de vidéo, les formats, les sous-titres, les titres, que tu ne sais pas vraiment ce qui marchera ou pas en fait. Et donc, pour toi, tu penses que la durée de... pour scaler, pour monter en puissance, c'est une durée de 1 an, 2 ans, est-ce qu'il y a une durée comme ça qui te semble... Pour ceux qui sont pas trop dans le business, qui veulent se lancer, qui disent tiens, moi je vais me lancer sur YouTube, faut pas que je m'attende à progresser vraiment au bout d'1 an, avant 1 an et demi, 2 ans, quoi. Alors c'est très difficile parce que ça dépend dans quelle niche, dans quelle catégorie tu es. Ouais. Plus tu es grand public, plus ça marchera vite. Ouais. Plus tu es dans une niche, moins ça marchera vite. Et après, c'est aussi, est-ce que tu cherches à être vraiment très grand public et avoir beaucoup de vues, mais dans ce cas-là, c'est pas forcément hyper qualitatif, les gens qui te suivent. Est-ce que tu vas avoir juste un podcast avec ton plafond peut arriver, mettons, à 100 000 abonnés, mais en fait, c'est tellement qualifié que d'un coup, il y a plein de business qui peut en retirer derrière. Il y a vraiment déjà cette question-là qui détermine vraiment aussi ta croissance, parce que plus les sujets sont génériques, plus ça marchera. Et après, c'est délicat parce que t'as aussi le côté YouTube Short, donc toi, les petits réels que tu mets sur YouTube qui peuvent aussi te faire croître beaucoup plus vite en termes d'abonnés. Il n'y a pas que les vidéos longues qui t'aident à grossir aussi. Donc en fait, ça dépend de quelle stratégie, à quel point tu publies souvent. Est-ce que tu mets des titres impactants? Est-ce que ta vidéo, t'as envie de la regarder? Donc en fait, généralement, t'as des gens, s'ils ont vraiment tous les codes et qu'ils savent comment ça marche, oui, ils vont grossir beaucoup plus vite que quelqu'un qui commence de zéro. Mais d'un autre côté, ça dépend aussi si tu prends une thématique qui est vraiment très large ou pas, et ça d'ailleurs, c'est pareil pour YouTube, mais comme Instagram, TikTok, LinkedIn ou Twitter, c'est la même chose. C'est à quel point ton marché est grand ou pas quand tu vas te lancer dessus. Après, part du principe que si au bout d'1 an, t'es depuis 1 an sur YouTube et que t'as pas atteint les 10 000 abonnés, c'est qu'effectivement, il y a un petit problème, quoi. Vraiment, ça met approximativement au moins 1 an pour les premiers 10 000 abonnés, quand vraiment tu commences sans avoir vraiment aucun code ni rien, quoi. Ok. Et justement, comment est-ce que vous avez fait pour passer de la création de contenu à une réelle entreprise médiatique, à un groupe? Comment avoir quelles sont les grandes étapes en fait parce que tu parles au début quand vous avez vraiment filmé de manière amateur,
Et aujourd'hui, on voit les résultats que vous avez. Comment on prend cette croissance et comment est-ce qu'on arrive à développer un côté très business? Bah, on va dire au début, quand on a commencé à comprendre comment marchait YouTube, donc on s'était bien développé sur YouTube, on a quand même réalisé qu'il fallait bien gagner quand même, fallait bien gagner de l'argent, parce que les réseaux sociaux c'est super, mais ça rapporte pas de l'argent au début et c'est normal, ou très peu. Et donc en fait, on avait commencé à avoir des demandes de d'autres entrepreneurs qu'on commençait à connaître, qui lançaient leur boîte, qui voulaient des vidéos pour des publicités, une sorte de vidéo publicité pour leur boîte. Et comme nous, on savait faire de la prod, qu'on avait tout le matériel pour et qu'on connaissait bien les réseaux sociaux, parce qu'on avait commencé à bien comprendre comment ça marchait, on commençait à faire de la production vidéo pour d'autres boîtes. Mais vraiment, vraiment pas très cher. Et en vrai, on disait oui tout le temps, alors on savait pas forcément bien faire le truc. Les résultats étaient vraiment pas si mal. On faisait des trucs vraiment marrants, on se marrait bien. On gagnait pas beaucoup. On a réalisé que la prod vidéo, c'est un enfer. Parce qu'il y a toujours, tu vois, un bug par-ci, un bug par-là, tu dépends de gens. Enfin, c'est vraiment un enfer la prod vidéo, donc bon, on a vite compris qu'il fallait qu'on trouve autre chose. C'était pas là qu'était notre zone de génie. Il y a plein de gens qui font de la prod vidéo, plein de gens savent en faire. Nous, notre vraie spécialité, c'est l'édito, c'est la manière de faire une stratégie sur des réseaux sociaux, une stratégie pour toucher un public. Donc, c'est vraiment le côté éditorial pur, avec oui la prod qui vient avec, mais vraiment le côté édito. Donc en fait, on a commencé à se dire comment on pourrait avoir une vraie offre qui pourrait plaire à des clients, toucher plus de clients. Donc on a commencé un peu à se structurer comme ça. Puis à l'époque, on avait déjà quelques stagiaires de 2 mois, tu vois, t'avais le droit d'en prendre, je sais plus, 3-4, donc on en prenait gratuitement, qui aidaient un peu à construire un peu qui aidaient à faire les vidéos pendant que nous, on pouvait se consacrer à développer un peu la boîte. On a eu la chance de rentrer dans un partenariat organisé par YouTube. On a été sélectionné avec Hugo Décrypte et un autre créateur faisant partie en gros des médias anti-fake news. Donc en fait, on avait eu une subvention de YouTube qui nous a vachement aidé à nous développer, honnêtement. Sans ça, je pense qu'on aurait pris beaucoup plus de temps. Donc on a pu embaucher nos premiers salariés sans qu'on soit totalement... on était rentable, mais bon, on ne serait jamais allé aussi vite. On n'aurait surtout jamais pris le risque d'embaucher des salariés, d'acheter du matériel. Enfin, t'oses pas vraiment, même quand t'es un peu rentable, t'oses pas trop le faire. Surtout que nous, on est complètement autofinancés. Hein. On n'avait pas fait de prêt, on n'avait pas nos parents qui nous avaient dit tiens, je te donne, je sais pas, 10 000, 15 000. Donc on faisait quand même un peu gaffe. Et puis c'est comme ça que c'est arrivé au fur et à mesure. Et après, on s'est nous-mêmes lancés sur les réseaux sociaux. On a bien vu ce que ça rapportait, enfin à titre personnel, je veux dire, on a bien vu le retour sur investissement que ça apportait, les opportunités, le business. Donc on s'est dit, on sait le faire, on a bien compris comment ça marchait. Faisons une offre, donc notre première agence qui s'appelle Le Surligneur, où on mettait à la fois en avant nos clients dans les médias et où on développait leur personal branding sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce comme on l'avait testé sur nous, on savait exactement ce que ça rapportait et que, en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'avais juste pas le choix. Enfin, pour moi, tu n'as pas le choix d'être exposé pour vraiment réussir à bien scaler ta boîte parce qu'aujourd'hui, personne ne crée le nouveau Amazon. Personne ne crée, c'est très, c'est impossible de créer un truc qui n'existe pas, tout a déjà été pensé, donc tu crées forcément une concurrence d'un truc qui existe déjà, avec peut-être une variante qui te différencie, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte s'ils ne te connaissent pas vraiment, donc en fait, il faut que tu puisses être, entre guillemets, visible pour que les gens puissent faire appel à toi et te découvrir. Et donc, on savait très bien que c'est un truc qui allait exploser, on voit bien maintenant, depuis 1 an, 2 ans, tout le monde commence à s'y mettre, il y en a qui le font plus ou moins bien, mais tout le monde commence à le faire, et ça va pour moi, je suis sûre, continuer. C'est devenu une vraie tendance, ça aide énormément pour le business, donc on avait vu qu'il y avait un vrai marché là-dessus, puis après au fur et à mesure, on va dire qu'on s'est construit et puis on a commencé à développer d'autres business autour de ça, mais c'était notre premier vrai cœur de marché, c'était sur ça. Ouais. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à faire un business plan ou est-ce que vous avez vraiment fait tout le temps par essai-erreur, comme tu as expliqué au début ? On a fait jusqu'à hyper tard essai-erreur. Ok. Aujourd'hui, bien sûr, on est beaucoup plus structuré, donc on fait des prévisions et on réfléchit à, on va dire, plus à un business plan. Ouais. Mais en fait, on a fait très très tard un business plan. En fait. Les gens qui te disent faut que tu aies un business plan, faut que tu aies ci, faut que tu aies ça, quand tu n'as jamais rien testé encore sur ton propre marché de la boîte que tu veux lancer, c'est hyper compliqué parce que tous les chiffres que tu écris vont être forcément faussés. Ouais, même si tu te prends dans un marché ou si tu prends des boîtes qui seraient entre guillemets tes futurs concurrents, oui, mais non, en fait, pour moi, il faut d'abord tester parce que c'est des faux. Enfin, c'est comme quand tu veux lever des fonds, alors ta boîte n'existe même pas, tu mets des chiffres 10 fois trop too much dans la croissance pour plaire aux investisseurs, mais eux-mêmes savent très bien que c'est des faux chiffres. Enfin, sauf si tu es déjà vraiment bien expérimenté, que tu as déjà entrepris, tu as déjà créé une boîte, c'est déjà plus crédible et tu arrives mieux à être raisonné. Mais tu vois, moi, quand j'ai monté la boîte, j'avais 18 ans, j'avais pas commencé à faire un business plan, j'en avais aucune foutue idée, quoi. Et même si mes associés ont 4 ans de plus que moi, etc.,
on n'avait jamais vraiment travaillé sauf fait des petits stages. Enfin, on n'était pas vraiment capable. Et même si on avait demandé de l'aide, on aurait demandé de l'aide à des gens qui auraient rien compris à notre écosystème. Enfin, Oui, parce que souvent on entend ça, faut faire un business plan et mais tout. oui, mais ça c'est. Alors qu'en vrai, Mais ça, c'est qui vaut qui mieux dit ça? tester. C'est des Ouais. profs dans des Oui, écoles exactement. qui n'ont eux-mêmes jamais entrepris. Ouais, un ou les truc- chambres de totalement commerce, hein, quand tu Ouais, les ouais, écoutes, c'est bien d'avoir un business plan. Ouais, de mais ils ont savoir où jamais tu eux-mêmes vas, entrepris, en Ouais, fait. c'est Ouais, pas c'est un peu le forcément problème. été sur le terrain entre. Est-ce que vous êtes allé chercher, alors je sais que dernièrement tu es allé chercher des financements, mais est-ce que vous êtes allé chercher des financeurs? Comment vous avez fait pour financer ne serait-ce que le matériel, les studios, etc. Bah alors, au début, on tournait soit dans la chambre de mon frère, soit dans ma chambre. Ok. Donc en fait, moi, pendant 2 ans, j'ai pas eu de chambre. J'avais plus de chambre Ah ouais. pendant 2-3 ans. Ouais, mais Heureusement, c'était il y super, avait- c'était un studio. donc, C'était mais vraiment un studio. Faudrait que j'arrive à vous retrouver des photos pour que vous Ouais, puissiez les ouais, glisser ouais, au ce serait montage. sympa, ouais. Il y avait Ouais. le lit sur le côté qu'on avait. J'ai une grande chambre. En fait, c'était dans l'appart du coup de ma mère. Ouais. J'ai une chambre plutôt, enfin, qui est pas minuscule, qui est plutôt grande pour une chambre. Donc en fait, on avait poussé le lit complètement sur le côté. On mettait un tableau, 2 chaises, les caméras et les micros. Donc en fait, vraiment, niveau location, il y avait pas de coût. Déjà, voilà. Et puis surtout, au début, même quand on avait nos premiers employés, on travaillait dans l'appart de ma mère. Donc parfois, ma mère, elle n'habite pas en France, donc voilà, mais quand elle revenait parfois à Paris, elle, heureusement, elle adorait ça, mais parfois, elle déjeunait avec nos équipes. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'était trop drôle. Parfois, elle faisait même le déjeuner pour tout le monde. Enfin, c'était assez marrant, en fait, quand tu penses par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Et au tout début, en fait, on tournait juste avec nos téléphones. Donc, en fait, on n'avait pas d'investissement de matériel. C'est après que c'est venu. Je crois que c'est venu au moment où peut-être qu'on avait dû, une fois faire une petite presta ou nous-mêmes investir un peu d'argent de notre poche pour acheter une petite caméra ou un truc. Mais les vrais premiers gros investissements de matériel sont vraiment venus soit juste après nos premiers clients, donc nos premières petites rentrées d'argent, soit avec la subvention de YouTube, du programme que Google et YouTube avaient organisé sur les médias en gros. Mais de nos poches avant, à nous, il y avait le site à l'époque, ça avait quand même coûté un peu d'argent. Ça, c'est mon frère qui l'avait investi à titre perso. Enfin, voilà, des petits coûts d'argent qu'on avait de côté ou que nos grands-mères nous donnaient parfois un peu à Noël. Enfin, honnêtement, si on n'avait pas eu une mère qui avait un appartement comme ça, etc., ça aurait été très compliqué. Si on avait été étudiant dans une chambre de même pas 20 mètres carrés, ça aurait pas du tout été le même résultat. Donc ça, c'est sûr que ça nous a vachement aidé et on en est bien conscient. Ouais. Donc en fait, une passion est devenue un métier, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. moi j'ai une autre question. Je sais pas si les personnes se rendent compte souvent, mais du coup, quand tu t'es lancé, ça prenait quelle place dans ta vie? Ça te prenait tout ton temps ou ça te prenait. Enfin, je suppose que ça te prenait beaucoup de temps. Et. Enfin, je pense que c'était vraiment une très grosse partie de ta vie. Je sais pas ce que. Au début, Comment j'y tu fais consacrais pas assez de temps. Ok. Ah ouais. Que je regrette aujourd'hui. Pourquoi regretter? Enfin, Parce juste, que j'avais mes études à côté, Ok. donc ça me prenait beaucoup de temps. Et le temps que j'aurais pu allouer plus aux médias, je l'ai alloué surtout à ma vie privée. Il y avait le Covid, donc j'allais très souvent à Londres j'avais mon conjoint qui y habitait. Donc en fait, j'étais pas très souvent à Paris au début. Et puis, je devais faire un stage de première fin d'année d'études. Je l'ai fait dans l'immobilier chez Barnes à Londres. Pour aussi rester proche de mon compagnon, au lieu de me dire tiens je vais pas faire de stage, je vais travailler sur le client, parce qu'à l'époque j'aurais jamais cru que ça deviendrait ce que c'est devenu bien sûr. aujourd'hui, mais j'y croyais Ok. mais pas du tout. J'ai vraiment commencé à dire merde, ça devient vraiment un truc au bout de on va dire milieu d'année d'études, milieu de ma deuxième année, fin de deuxième année quoi. D'accord. En fait j'ai réalisé, j'avoue je suis celle qui a réalisé, je pense qui a cru le plus tard. D'accord. C'est mon idée à la base, et pourtant Ouais. je suis celle qui a cru le plus tard parce que j'ai pris beaucoup de mes parents sur ce côté un peu tradi de fallait faire des études. J'étais entre guillemets la plus scolaire des 3 enfants. J'étais première en classe au lycée, donc pour ma mère j'étais un peu l'espoir de celle qui allait faire des grandes études. Donc en fait c'est vrai que j'ai pas cru tout de suite. Et puis j'étais la plus jeune. Enfin moi j'avais 18, 19, 20 ans. L'entrepreneuriat je connaissais pas du tout. Enfin pour moi c'était pas possible de réussir à faire quelque chose de ta vie, enfin un truc en dehors du système classique en fait. Donc tu as fait des études. Donc j'ai fait un bachelor de 3 ans en parallèle. D'accord. Ça a été Ok. compliqué à un moment où j'ai Ouais. début de ma dernière, en fait ma dernière année d'études, j'avais 4 mois de cours et après 6 mois de stage que je faisais quoi qu'il arrive au crayon. Ouais. Les 6 mois de stage. Mais les 4 premiers mois, c'est là où je savais que le crayon marcherait très bien. J'étais en mode bon, si j'ai pas mon année, je m'en fous. De toute façon, je serai en crayon. On avait déjà nos premiers salariés, on avait des CDI qu'on payait déjà, donc on était déjà venu vraiment une vraie entreprise. Mais à ce moment-là, du coup, je devais jongler un plein temps entre ma boîte et un plein temps entre mes études pendant 4 mois. Plus à gérer la vie privée à côté, ça a été vraiment très difficile comme période. Et en plus, j'avais à la fois mes associés qui avaient l'impression que j'étais pas assez investie, mon école qui me reprochait, qui avait l'impression que je m'investissais pas assez à l'école, alors que bien sûr que si, bon après l'école c'est un autre truc. Et ma vie privée, mon conjoint qui avait l'impression que j'étais pas assez là ou que c'était pas facile. Ouais.
moi j'étais dans un tourbillon très compliqué. Et comment t'as géré ça? Parce que là, ça fait un peu tourner la tête, quoi. Enfin, Ouais, tu ça te fait un dis, peu tourner la waouh, tête, c'est mais quand même un peu chaud, quoi. Bah, je me suis accrochée parce que je savais que ça durait 4 mois. Et après, d'un coup, ça allait beaucoup mieux quand je me suis mise à plein temps sur le crayon. Ça a vachement évolué. Le sacrifice, entre guillemets, enfin le fait de faire ça en vaut la peine. Ça en vaut bien sûr. Ouais, ça en vaut la peine. Bien sûr. C'est comme faire 2 ans de prépa et après, t'as une très bonne école. Hein. Tu travailles pendant 2 ans comme un malade et c'est trop chiant, mais outre le fait que t'as une bonne école après, t'as appris une rigueur et une discipline de travail qui te servira toute ta vie, quoi. Donc toi, t'es allé jusqu'au bout du bachelor ou pas? Ouais, je l'ai eu, ouais, je suis jusqu'au bout du Donc bachelor. t'as quand même fait des études. J'ai quand même fait des études, j'ai un bachelor. Tu vois, Qui me sert à grand chose, mais. Si je peux te dire, ça me sert à rien aujourd'hui. Ouais. Mais je regrette pas parce que à l'époque, je n'aurais pas pensé qu'on deviendrait ce qu'on est en train de devenir. Donc à l'époque, c'était normal et évident qu'il fallait que j'ai au cas où un parachute. Oui, c'est ça. C'est toujours l'idée de parachute qui peut être utile Bien à un sûr. moment donné, quoi. Bien sûr. D'accord. Est-ce que, justement, pendant cette période-là, il y a des erreurs, avec un peu de recul, hein, où tu dis, tiens, il y a des erreurs à surtout ne pas commettre, quand j'y repense, et est-ce que tu peux en parler aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire, attention, surtout ne pas faire Oui, c'est... alors, les plus grosses erreurs, je pense, c'était au début avec nos premiers clients, quand on leur disait qu'on arriverait à faire un peu des promesses commerciales qu'on était persuadé qu'on arriverait à faire, mais qu'en fait, t'arrives pas à faire parce que t'avais jamais vraiment testé déjà le truc sur un autre client. Vous faites accompagner par une boîte qui vous montre vos vidéos, etc., qui vous promettent qu'un jour vous arriverez à, je sais pas, X milliers d'abonnés au bout de X temps. C'est impossible. C'est tellement faux. Ça peut être 10 fois plus comme ça peut être 10 fois moins. C'est impossible de promettre des chiffres, en fait. Et nous, au début, ça nous arrivait de promettre des trucs comme ça parce qu'on était persuadés qu'on arriverait à bien le faire. Mais en fait, parfois ça marchait bien, parfois non. La corrélation entre le commercial et l'opérationnel, c'est des trucs débiles. C'est des trucs, si tu t'organises pas bien et que tu processes pas bien ta boîte très vite, avec une organisation de comment ça se passe étape par étape, très vite tu te retrouves dans un bourbier quand au bout d'un moment t'as beaucoup plus de clients. Enfin voilà, vraiment des erreurs. On a plus fait des petites erreurs de croissance qui nous ont à chaque fois pas tellement dérangés, mais ça n'a jamais créé de problème mais au niveau de la boîte, mais qui étaient un peu énervants sur le moment. On n'a jamais fait de grosses erreurs qui nous ont pénalisés, ou en tout cas là qui me viennent en tête. Les plus grosses, c'est quand tu crois, enfin quand tu commences à être en croissance, c'est que tu dois gérer le côté RH, la bonne circulation de l'information dans la boîte, la cohésion des équipes, etc. Ouais, et qui fait que si t'es pas bien structuré, ou que t'es pas assez bien structuré, ou que tu communiques pas assez, voilà, ça c'est vrai que c'est pas... Mais sinon il n'y a pas eu d'erreurs spécifiques, parce que toutes les erreurs nous ont été tellement utiles que je les recommanderais, tu vois, parfois on montait des vidéos jusqu'à 3h du matin pour faire 300 vues, mais on regrette pas aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous a fait apprendre autant de choses sur YouTube, donc plein d'erreurs, en fait, il faut aussi les faire, pour moi, c'est important d'en faire aussi. Quelles ont été les choses dont tu as été les plus fière sur l'évolution de votre entreprise? Je dirais les premiers gros invités qu'on a reçus, des gens que tu vois toujours à la télé ou dans les médias, et que d'un coup, le mec se retrouve dans ta chambre... Enfin, pardon. Ma chambre qui est mon studio, excusez-moi. Ah oui, pardon, mon studio. J'allais pas jusqu'à dire t'as des noms. Non, mais les premiers gros invités qui se retrouvaient du coup dans ma chambre, mais qui étaient le studio, moi de me dire, les mecs ils viennent chez moi, c'est notre appart de famille. Voilà, tu vois, que ce soit des anciens ministres, on avait reçu à l'époque des Montebourg, des machins. Enfin, moi aujourd'hui, je trouve ça même normal, limite, je m'en fous, je les respecte eux, mais je veux dire, de me dire je suis un ministre, je m'en fous de la fonction aujourd'hui, entre guillemets, ça me dit plus waouh, mais à l'époque tu te dis tu reçois un ancien ministre chez toi, t'es comme un dingue, alors qu'en fait aujourd'hui tu passes outre, mais au début ça t'impressionne, ou que tu reçois des écrivains, des Enthoven, des gens comme ça, où et quand j'ai reçu Enthoven, j'étais tellement contente. C'est un mec, pendant toute mon année de terminale de philo, on a regardé tous les jours ces documents, ces vidéos en cours de philo, quoi. Donc d'un coup de le recevoir chez moi, avec ma mère qui m'en parlait tout le temps, ma mère qui écoute tout le temps France Culture, donc parfois à l'époque il était très souvent sur France Culture. Moi j'ai trouvé ça, ça c'était des moments qui m'ont marqué très positivement. Comme de recevoir un François Hollande, un Gad Elmaleh, même un Zemmour, même un Rémi Gaillard. Ça, c'est des moments qui ont fait partie de notre croissance et qui nous ont vraiment marqué. Ça, vraiment, côté invité. Après, tu avais le côté, la première fois qu'on a créé vraiment l'entreprise, ça a été une étape marquante. En plus, c'était le jour de mon anniversaire, donc je n'oublierai pas la date. C'est marrant, tu crées ta première vraie entreprise, tu as des premiers vrais salariés que tu peux embaucher, tu verses des salaires aux gens, donc ça, c'était une étape. Le jour où on a pris vraiment nos premiers bureaux. C'est là où vous avez senti que ça commençait à prendre vraiment... En plus, on a fait exprès de prendre des bureaux plus chers que le budget qu'on s'était permis de prendre, pour se dire qu'on n'aurait pas le choix de travailler, de bien travailler. Et réussir. Et du coup, on les a toujours d'ailleurs, c'est nos bureaux, ça fait depuis plus de 2 ans qu'on est dedans, c'est l'un de nos 2 bureaux. Et puis après, d'avoir des premières boîtes du CAC 40 comme clients. Des BNP, des LAMAF, des boîtes comme ça qui sont clients depuis longtemps avec nous, qu'on adore, et d'avoir une responsabilité de gérer des clients aussi importants, qui soient autant contents et que
certains de nos gros clients comme ça qui nous disent on n'arrive à travailler avec aucune des agences sauf avec vous, alors qu'on est... Enfin, voilà. T'avais des moments marquants comme ça qui nous donnaient confiance, qui nous ont aidés à nous bouger, à nous pousser. Et puis, le fait, le fait d'être 4 associés aussi, et tous les temps de temps, on a du mal à réaliser, mais le fait de monter une boîte avec des associés, ça a été un moment aussi très décisif et hyper essentiel. On n'aurait jamais été ce qu'on est aujourd'hui sans nous 4. Et moi, je trouve que l'une des choses les plus importantes quand tu entreprends, c'est de ne pas le faire seul. Pour moi, c'est une énorme erreur parce que beaucoup de gens ont peur de le faire avec des gens en disant oui, mais j'aurai moins de parts, etc. Qui est un raisonnement que je trouve hyper débile et de voir ça comme une vision hyper petite parce que est-ce que tu veux avoir, 90%, 100% d'une boîte qui vaut 1 million ou est-ce que tu veux avoir 10% d'une boîte qui vaut 100 millions en fait. Et ça, c'est un réflexe que les gens n'ont pas parce que les gens voient toujours trop petit au début quand ils se lancent et ils peuvent pas imaginer parfois que ça pourrait aller hyper loin. Et moi, tous mes potes qui sont solopreneurs aujourd'hui se retrouvent avec des galères de croissance ou des galères internes de RH, d'équipe, machin. Ils ont personne d'autre sur qui compter, qui est quoi qu'il arrive dans leur camp, parce qu'ils sont juste solopreneurs et que même leur bras droit qui est là depuis toujours sera toujours plus côté équipe que côté boîte parce qu'il n'a pas de part de la boîte, quoi. Et ça, c'est des réflexes qui sont importants à avoir au début et que je vois beaucoup de gens faire l'erreur aujourd'hui et que ça, c'est vraiment un truc, il faut faire gaffe associez-vous avec des gens dans lesquels vous avez 100% confiance et qui sont différents de vous. Pour revenir sur la partie effectivement associée, famille, parce que c'est une partie importante, intéressante. D'ailleurs, tu le fais Surtout partager avec vous, régulièrement, surtout avec nous. Tu le fais partager régulièrement dans ce que tu produis aussi. Ce nom, les crayons, c'est un nom assez simple. Le crayon, pardon. C'est venu comment? Enfin, je sais que tu as adoré tes cours de français, tu as adoré un prof, parce que c'est un peu documenté, mais. Salut mon face LinkedIn, on s'est un peu documenté. Alors, pour être très honnête, on ne se rappelle vraiment plus de qui ça vient. Et à chaque fois, on se dit, mais merde, mais comment c'est venu? On n'en a vraiment aucune idée. En revanche, pourquoi ce nom-là? On a chacun aujourd'hui une définition différente. Moi, je dirais que c'est parce que moi, je voulais faire du journalisme avant. Enfin, donc, quoi qu'il arrive, j'aurais fait du journalisme si j'avais pas monté le crayon. On s'est dit, pourquoi le crayon? Et en fait, moi, je me suis rappelé que, à la base, le journalisme, c'est quand même écrit. T'écrivais à la main avec un stylo sur du papier. Aujourd'hui, c'est devenu digital et ça paraît normal, mais c'est une manière de se rappeler d'où on vient. Et que c'est un nom qui est très mémorable pour les gens, c'est très clair, si tu dis les crayons, tu peux comprendre que c'est un média, enfin, voilà. Un autre de mes associés pourrait te dire que, parce qu'avec un crayon, tu peux écrire, effacer et recommencer. Donc le côté, tu peux te tromper, en tout cas, tu crées quelque chose, t'innoves, tu peux effacer, tu peux peaufiner, tu peux améliorer, mais tu peux construire quelque chose et quand même pouvoir le gommer, etc. Donc voilà, on a chacun un peu notre définition de ce que ça voulait dire. Mais le nom, en fait, est venu vraiment hyper naturellement. Je me rappelle plus de comment c'est venu, vraiment honnêtement. Même de qui a eu l'idée. Mais aujourd'hui, ça paraît hyper évident. Et puis comme on a d'autres business units, on a appelé le surligneur et le pinceau. En fait, j'ai envie de te dire, c'est très logique. Et en même temps, quand tu dis aux gens un nom comme ça, c'est important aussi d'avoir un nom où les gens peuvent s'en rappeler très vite tout de suite. Et ils t'identifient tout de suite aussi. On peut parler justement du fait d'entreprendre en famille. Et tu parlais à l'instant de l'impact que peut avoir le fait d'avoir des collaborateurs, travailler en équipe. C'est vrai que moi je pense que le fait de travailler en équipe, ça peut vraiment beaucoup aider, tant sur le côté pratique, la croissance comme tu expliquais, mais aussi sur la motivation, les objectifs, parce que c'est le fait d'avoir un objectif commun, je pense que ça aide. Toi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Et notamment parce que vous avez entrepris en famille. Complètement, et ça je pense que vous le voyez bien au quotidien. Enfin, j'ai l'impression que ça se passe bien aussi, mais moi c'était la meilleure décision de ma vie d'entreprendre avec mon frère. Je pense que mon quotidien serait pas du tout le même aujourd'hui. Pas que parce que c'est mon frère et que vraiment on s'entend très bien et qu'en plus ça nous a encore plus rapprochés, ce que je ne pensais pas possible, on est vraiment très proches, mais c'est aussi parce que ça a imposé de manière indirecte à la boîte et à nos 2 autres associés un fonctionnement très collectif. Très familial, très collectif, on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc en fait, ça a imposé une culture de boîte qui naturellement ne serait pas aussi facilement et aussi bienvenue si on n'avait pas entrepris ensemble. Parce que mon frère et moi, on est comme ça, on est très collectif, on est vraiment de manière généreux, collectif, on aide les autres. Enfin, on a toujours été comme ça, on a toujours été élevés comme ça, on a toujours été comme ça avec nos amis. Donc on aurait été comme ça, quoi qu'il arrive, même si on n'avait pas monté une boîte ensemble. Mais de réussir à l'imposer avec d'autres gens qui sont peut-être, tu ne le sais pas, différents à la base, c'est pas évident aussi facile. Alors là, mon frère et moi, on est les 2 plus gros caractères de la boîte. On s'impose beaucoup, on parle très fort, lui il est vraiment hyper actif, moi j'ai l'impression que je le deviens aussi, donc voilà, tu nous entends et tu nous sens dans la boîte quoi, quand on est là,
Donc en fait, naturellement, ça a imposé à nos deux autres associés. Et en fait, heureusement, ils étaient déjà eux aussi comme ça. Ils avaient déjà ces qualités-là, cette manière d'être, mais c'est devenu quelque chose d'évident et de normal pour eux. Là où peut-être qu'ils n'auraient pas fonctionné comme ça si on n'avait pas été frères et sœurs et qu'on n'avait pas monté cette boîte-là ensemble. Et du coup, toute l'équipe et tous les recrutements qu'on fait, le Culture Fit est hyper axé sur ça aussi, quoi. Et donc en fait, ça nous a aussi beaucoup apporté pour le côté avec qui on veut travailler, comment travailler, quelles sont les valeurs qu'on veut aussi avoir dans une boîte qui au début te paraissent pas du tout utiles, mais en fait qui sont très importantes dans la façon dont tu vas recruter les profils en fait. Tu peux avoir des profils tellement bons, mais en fait qui matchent pas du tout avec toi. Et ça nous est déjà arrivé parce que juste voilà, il n'y a pas ce fit et c'est pas grave, ça arrive, mais si tu ne sais pas les valeurs de ta boîte et de quelle manière tu veux tirer les gens vers le haut, tu peux beaucoup te tromper et en fait perdre beaucoup de temps sur des recrutements et voilà. Donc ça a été très utile et surtout le côté confiance et que tu connais par cœur la personne. Donc quand tu fais du business avec, en un regard tu peux la comprendre, tu sais ses forces, tu connais ses faiblesses, elle pareil pour toi. Donc ça, en fait, tu gagnes beaucoup de temps, je trouve, pour l'évolution de ta boîte. Après, je sais pas comment vous ça se passe, mais... Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir des différences sur les visions, sur les stratégies, même si, comme tu le dis, vous êtes très, fusionnel, soudé. Comment est-ce qu'on gère les différences, justement, sur la vision, sur peut-être le rapport aux prestataires ça peut arriver quand même. Ça peut complètement arriver, mais en fait, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Moi, le côté vision et stratégie, c'est devenu une force. J'ai appris à bien... J'avais pas le choix, t'as pas le choix quand c'est ta boîte, mais j'ai appris à devenir bonne là-dedans. Mon frère l'a toujours été. Donc en fait, au début, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui avait la stratégie, là où moi, j'avais d'autres qualités dans lesquelles il me faisait 100% confiance. Et comme on était extrêmement alignés sur la vision globale de où on voulait aller, donc on avait déjà à peu près l'idée d'objectif de fin, même si ça se trouve, ça va évoluer d'ici là, mais comme on avait déjà la finalité, la manière d'y arriver, je lui faisais complètement confiance, comme lui me faisait confiance, mettons, pour gérer un client, pour closer un client, ou pour aller discuter avec des partenaires, etc. Parce qu'on avait chacun nos forces et nos faiblesses, donc on acceptait, etc. Après, les grosses décisions, comme on a un objectif commun qui est vraiment, on a le même, et que du coup, la victoire de l'un fait la victoire des autres, et inversement, on ne va pas se rentrer dedans pour s'entrer dedans, on ne va pas se contredire pour se contredire. Si on n'est pas d'accord, on explique pourquoi, mais si l'autre a des arguments intéressants, on change complètement d'avis très vite. On n'a pas du tout d'ego sur ça, on a vraiment cette règle de pas d'ego, ça n'a aucun intérêt. On peut se tromper, parfois on peut se parler fort, très direct, etc. Mais c'est toujours dans l'intérêt de l'autre qu'on le fait. Et comme on le sait pertinemment et que c'est évident, ça permet que parfois des questions où on pourrait hésiter, l'autre arrive très facilement à nous convaincre en fait. Donc ça demande du temps aussi dans le débat. Parce que tout à l'heure tu disais, vous êtes une famille où le débat est présent. Donc ça demande du temps dans le débat aussi quand il y a justement ces moments-là, quoi. C'est possible, mais après, quand tu as vraiment confiance dans les capacités de l'autre, tu débats moins parce que tu sais que tu lui fais confiance dans le fait qu'il fait aussi des bons choix. Ouais. Il faut dire que maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans 4 ans et demi, ouais, 4 ans et demi que vous êtes justement en train de travailler dans ces conditions-là. Donc, les choses, certainement, se font plus facilement. Oui, bien sûr. Oui, au début, c'est pas pareil, ouais. Du coup, moi j'ai une question, est-ce qu'à un moment vous avez défini des rôles ou est-ce que ça s'est fait tout seul ? Enfin, est-ce qu'il y a des rôles où l'un peut prendre la fonction de l'autre ? Ah, c'est une très bonne question. Oui, alors on a un peu tout testé, moi j'ai un peu tout testé, les garçons aussi, parce qu'au début déjà tu te cherches toi-même, dans quoi t'es bon. Clairement je ne savais pas du tout dans quoi j'étais douée au début. Et aussi un peu en fonction de ce que t'aimes, si tu te doutes que ce que tu peux aimer, tu peux aussi devenir bon là-dedans. Et après il y avait aussi dans quoi on est, enfin dans quelles compétences on a où on peut vraiment être meilleur que les autres et inversement. Et quand on est très différents, voilà, on a un peu tout testé. Mais au début, c'est moi qui m'occupais de faire venir les invités sur le média. J'adorais ça, j'étais en call, j'avais cette dopamine dès qu'ils disaient oui, d'un coup t'étais hyper excitée, enfin c'était une petite victoire. Donc en fait c'était, voilà, moi j'ai commencé en faisant ça. J'avais un associé au début qui s'occupait beaucoup du montage vidéo, Antonin, qui aujourd'hui est devenu du coup rédacteur en chef du média, donc il a vraiment bien compris comment marchait YouTube. Mon associé Jules, lui, c'était vraiment le côté, tout ce qui était organisation, un peu RH, un peu administratif, les documents de société, un peu le côté financier. C'est lui qui gérait ça parce que c'était le plus organisé de la boîte et qu'il avait déjà un peu fait ça dans un stage avant. Enfin, et Valran, c'était vraiment le côté vision, développement. Il n'y avait pas trop de trucs. Après, on a un peu bougé, on a testé un peu des trucs différents. Et aujourd'hui, on a des rôles très différents. Mais en fait, on pourrait réussir à totalement faire un autre job, entre guillemets, dans la boîte. Mais on sait qu'on perdrait plus de temps à l'apprendre et à le faire, là où chacun, maintenant, on a compris où étaient nos zones de génie. Mais en fait, t'apprends en testant. Vraiment, t'apprends en testant. Moi, le montage, ça n'a jamais été mon truc. Donc, j'en ai jamais vraiment beaucoup fait. Je savais que c'était pas pour moi.
comme le côté administratif, pareil. Et comme j'ai un associé, moi, je m'occupe vraiment du business de la boîte. Un de mes associés, gérer le business de la boîte, c'est pas possible pour lui, quoi. Il est hyper introverti, il saurait pas du tout faire et ce serait pas bien qu'il le fasse pour le moment, quoi. Donc aussi, c'est de se connaître. Mais en fait, t'apprends. Après, tu te trompes plein de fois. On a fait plein de fois des erreurs, parfois. C'est pas grave. Et c'est bien de tout tester justement aussi pour savoir ce que tu peux aimer et dans quoi t'es bon. Parfois, tu peux être agréablement surpris d'endroits où tu pensais pas du tout que tu serais bien géré. Et en fait, tu trouves être très bon dedans. Après, c'est aussi la question de la disponibilité des uns et des autres. Parce que nous, c'est un peu, effectivement, quelquefois, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on est disponible l'un ou l'autre, quand est-ce qu'on peut s'embarquer les uns les autres. Parce que tout à l'heure, tu disais, tes associés, en fait, c'est des anciens camarades de lycée. Très vite, vous avez été amenés tous à être disponibles en même temps, si j'ai bien compris. Enfin, toi, tu as eu 4 mois qui étaient un peu plus difficiles, mais non, comment c'est passé à ce niveau-là? Comment est-ce que vous êtes arrivés à vous articuler justement dans le temps? C'était pas évident parce qu'il y avait donc Valorant mon frère Valorant était le premier à vraiment s'investir à fond. Ensuite, il y a mon associé Antonin est le deuxième à s'être investi à 100%. Et après, il y a eu Jules et moi en dernier parce que Jules terminait son master à Sciences Po, donc devait faire un stage à l'étranger en Russie, donc c'était pas évident. Moi, j'avais les études en plein milieu, le Covid, le machin. Donc, Jules et moi, on a rejoint Valorant et Antonin à plein temps après eux. Donc, au début, t'avais un peu des trucs en mode bon, c'est un peu chiant. Toi, tu fais moins. Toi, tu fais tel truc, tu fais plus. En plus, moi, j'étais la plus jeune. Je suis la seule femme, mais j'étais la plus jeune. Du coup, j'avais aussi ce besoin de prouver que j'allais être au même niveau qu'eux alors qu'ils étaient plus âgés. Qui n'a pas été évident au début. Il y avait beaucoup de fake it until you make it, hein, qu'on soit très clair. Je savais pas faire grand chose et je prétendais être capable de faire beaucoup, ce qui après est devenu la réalité, mais au début t'es vraiment dans une improvisation totale. Moi j'ai toujours été très douée pour un peu bullshiter les gens, sauf que très vite, bon, si t'as pas de concret derrière, tu te fais avoir, mais au début j'arrivais un peu à pallier comme ça. Mais bon, non, on n'a pas tous commencé en même temps. Voilà, il y a eu des trucs, ce qui parfois pouvait créer des petits trucs, des petits problèmes, mais après, bon, chacun apportait quand même sa pierre à l'édifice et puis ça roulait. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que par exemple, celui qui part en Russie, sa disponibilité pendant qu'il part en Russie, elle n'y est pas. Pas évidente, quoi. Enfin, sauf si vous communiquiez à distance. Oui, on communiquait beaucoup à distance, on faisait beaucoup de calls, on travaillait beaucoup les week-ends. Mais c'est au début, c'était pas évident. C'est un peu une double vie, quoi. Enfin, c'était un peu ça. Quoi. Tout à l'heure, tu disais trois vies en même temps. C'était un peu ça. C'est un peu notre cas aussi, nous. C'est-à-dire qu'on on mixe un peu tout ça. Et vous avez un pacte d'associés, vous fonctionnez comment? Oui, bien sûr. On a un pacte d'associés, chacun répartit les parts. Et puis ça s'est fait assez facilement, assez rapidement. Il n'y avait pas trop de problèmes là. Enfin, vous avez monté ça avec un avocat, dans les règles de l'art. Comment ça se passe quand on s'associe comme ça? Parce que tu vois, on avait une discussion avec un précédent invité qui nous parlait effectivement de comment choisir ses associés. Bon, toi, c'est fait plus naturellement. Mais comment est-ce qu'on formalise les choses pour justement être en sécurité? Parce que même si on fonctionne très bien, il y a un bon fit, on construit ensemble, etc. Il n'empêche qu'à un moment donné, il peut toujours y avoir un associé qui dise moi je pars, ou moi je veux voir autre chose, je veux vivre autre chose. D'où le fait que ça puisse être intéressant d'avoir sécurisé en amont. Comment est-ce qu'on évoque cette question-là? Comment est-ce qu'on la pose? Comment ça se passe? Nous, il n'y a pas tellement de questions qui sont posées. Pour nous, c'était évident qu'on allait rester vraiment pas mal d'années là-dedans et qu'il n'y avait pas de choix. Enfin, pas d'autres possibilités d'options. Et même aujourd'hui, en fait, on aime tellement ce qu'on fait, on est tellement ambitieux et on voit que ça peut aller tellement loin que pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui parte, etc. Après, au bout d'un moment, oui, on a fait un pacte où on a quand même défini des limites, des trucs basiques, mais rien d'emprisonnement. Le but, c'est, encore une fois, on est dans la même équipe. C'est pas, il n'y en a pas un qui est contre les autres, etc. Donc, c'était vraiment un pacte qui sécurise les autres au cas où il y en a un qui veut partir dans des raisons, d'une manière pas très raisonnée. Mais il n'y a pas de raison que ça arrive, mais pas du tout maintenant. Peut-être que ça arrivera plus tard quand on a peut-être des beaucoup plus grosses propositions de rachat ou autres, qu'on a déjà eu, mais que pour l'instant on veut pas. Ça arrivera peut-être plus tard. Là, il y en aura peut-être un qui dira bon bah là peut-être moi que j'ai envie de revendre, peut-être que là j'ai envie de faire tel truc, j'ai envie de changer. Là, ça on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas de débat sur ce qu'on fait, quoi. Donc, on va parler un peu plus de toi.